Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... All right, we are getting some breaking news right now. ABC News has just confirmed that Sean Diddy Combs was arrested tonight in New York City. Sources say federal agents with Homeland Security investigations took him into custody. The charges are unclear at this time. Des histoires étranges de l'ère numérique. Le 25 mars 2024, en début d'après-midi, le jet privé de Sean Diddy Combs disparaît des radars. Au même moment, des dizaines d'agents fédéraux allaient bientôt transformer le monde du hip-hop en un tourbillon de révélations choquantes. Leur cible, les propriétés de Miami et de Los Angeles appartenant au célèbre magnat de la musique. La scène est digne d'un film d'action. Ce qui semblait être une journée ordinaire fut bouleversé alors que des agents lourdement armés pénètrent dans les manoirs de Diddy. Derrière les murs de ces manoirs se cachent des secrets sombres. Les enquêteurs recherchent des preuves liées à de graves accusations de trafic sexuel, entre autres. Peu savaient que ces perquisitions marqueraient le début d'une saga qui ébranlerait les fondements même de l'empire de P. Diddy. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien, toi, Émile Gauthier? Ça va bien parce que l'air de rien, on commence notre 10e saison. Oh oui! Et là, c'est très drôle parce qu'au début, quand ça faisait quelques épisodes qu'on avait enregistrés de notre saison 1, on s'était dit, hey là, on veut pas se rendre à 10 saisons. Rendu là, on va avoir tout dit ce qu'on avait à faire, puis il y en aura plus d'histoires. Non. Donc, la preuve est qu'il y en a toujours des histoires étranges de l'ère numérique. C'est un puits sans fond. Ah oui, un vrai puits sans fond. Là. C'est un vrai vortex. Je pense qu'on pourrait continuer jusqu'à la saison 100 et on serait toujours actif, Oui. sans manquer d'histoire. Mais je trouve ça drôle qu'au moins ça démontre qu'on n'avait pas tant D'ambition. d'ambition, oui ou non, mais plutôt qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait s'en aller avec ça. Ben non. C'est ça qui est drôle. C'est vrai qu'on peut percevoir des fois qu'on pourrait manquer d'histoire, mais le quotidien d'actualité maintenant avec des touches numériques et comment dire, il y a tellement de cas qui pleut à chaque jour. Il y en a de plus en plus, on dirait. Oui, Donc, vraiment. on est loin d'avoir fait le tour. Puis, on s'est réservé, toute une histoire pour notre début de saison. Oui. Le cas de P. Diddy, qu'on suit, moi et Seb, depuis très longtemps. Oui. En plus, on est des fans de hip-hop, donc à quelque part, j'aime toujours ça, parler d'un sujet en lien avec le hip-hop. Surtout que c'était pas mon préféré, le Puff Daddy, dans le temps, là, avouons-le. Là. Non, mais ça, je m'en doute. Moi, je l'aimais plus. Puis là encore, je me reviens avec le même débat que j'ai avec d'autres artistes. Là, j'ai de la misère à écouter, pas nécessairement ses chansons à lui, mais celles qu'il a produites aussi pour pas lui donner des revenus. Ah oui, comme toutes les Notorious B.I.G. Oui, exact. Je suis oui. pris dans un dilemme là, ces temps-ci à cause de ça. On va avoir la chance, dans l'épisode de ce soir, d'aborder tous les éléments en lien avec cette saga lorsque les agents fédéraux sont débarqués chez lui pour des charges, entre autres, de trafic sexuel, mais aussi, il y aurait peut-être quelque chose à voir dans la mort de Tupac Shakur. Oui. Donc, on va avoir la chance d'en parler aussi. On va parler de plein de choses tout en revenant aussi sur sa carrière, puis sur les nombreux scandales qui l'ont touché. Puis même aujourd'hui même, lorsqu'on enregistrait cet épisode, il y avait encore des développements, je dirais, qui sont pas très rassurants là, envers P. Diddy. Là. Non, exact. Mais au moins, ils ne sont pas rassurants envers lui, mais au moins, on sent que justice risque de se faire. Oui, ça, c'est rassurant pour nous aussi. Oui. Ce côté-là. Et on a bien hâte de se plonger dans cet épisode-là. Ça risque d'être très intéressant. On a passé l'été à travailler sur des spectacles. En fait. Donc, c'est assez différent de se retrouver. En même temps, c'est cool de se retrouver en studio plus intime, évidemment, et travailler sur ces épisodes-là. Et on vous réserve toute une saison. Donc,
suivez-nous, abonnez-vous à notre Patreon aussi parce qu'il y a une tonne de contenu qui s'en vient, du contenu bonus. Aussi, tout ce qu'on a fait, tous les lives qu'on a fait sont disponibles en audio, parfois en vidéo aussi sur notre page Patreon. Donc, il y a plein de stocks qui vous attendent là-dessus. Mais pour commencer, Seb, qu'est-ce qu'on boit ce soir? Oui, on boit un beau cadeau qu'on a justement reçu à notre spectacle, notre cabaret des Faufounes électriques. Oui. Rosemary de Saint-Adolphe d'Howard dans les Laurentides est venue nous porter un très, très beau cadeau. C'est une bière de la microbrasserie Camp de Base. Et la bière, c'est la IPA des Laurentides. Excellente. Elle a un bel IBU de 80. Donc, beaucoup d'amertume. C'est une IPA américaine, 6,5 % d'alcool. Et elle fait partie de ces premières vagues d'IPA américaines avec des arômes d'agrumes. Puis il y a vraiment, des huiles essentielles de houblon aussi qui sont ajoutées à tout ça. Elle est délicieuse. Et pour l'after show, elle nous en a donné 2. On va se garder aussi une autre bière qui est la Dunkless Lager, toujours de Camp de Base, qui est une belle petite rousse à 4 %. Merci beaucoup, Rosemary. On a aussi un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Matt P. Janeuf. Il nous dit « Félicitations pour votre beau programme, les boys. Les détours à cause des feux d'artifice de la ronde, le trafic le matin et le retour à la maison tard le soir sont vraiment moins dole avec vous qui me racontez des histoires étranges de l'ère numérique. Vous faites passer les journées d'entretien au théâtre où je travaille pas mal plus vite. J'ai presque envie de faire de l'overtime pour classer des vis. Bravo à André aussi pour ton bon travail. Ça game up le podcast depuis qu'il est là. Shout out André, notre monteur, graphiste et homme à tout faire. Un couteau suisse, vraiment. Oui, vraiment, vraiment. Mais merci beaucoup, Matt. C'est très gentil. En after show pour nos abonnés Patreon, Seb va nous parler du cas, encore une fois relié au hip-hop, de Tekashi 69. Donc, ce genre de gangster là, qui a fait des drôles de moves dans sa carrière de hip-hop. Peut-être que vous le connaissez pas. C'est pas grave. Vous allez voir, l'histoire est quand même assez passionnante à suivre. Oui. Là-dessus, Seb, je pense qu'on en a assez dit. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans ce premier épisode de notre saison 10? Oui, mais... Émile, sais-tu ce que c'est que de se sentir en danger quand tu navigues sur le web? Oh oui, surtout quand tu sais que tes données peuvent être exposées en 2 clics. Eh bien, avec NordVPN, tu peux dire adieu à ces soucis. NordVPN protège toutes tes données personnelles, même sur les réseaux Wi-Fi publics. C'est vrai, Seb, et en changeant la localisation virtuelle, ça te permet d'économiser sur les vols, les hôtels et d'accéder à tout le contenu en streaming que tu veux, peu importe où tu es. Tout ça pour le prix d'un café par mois? Exactement. Et si tu vas au nordvpn.com/distorsion, tu obtiens une réduction incroyable en plus de 4 mois gratuits au nordvpn.com/distorsion. Merci, NordVPN. Sinon, Seb, tu sais ce qui est le plus difficile quand tu veux lancer ton entreprise? À peu près toutes. C'est clair, mais surtout, par où commencer? Mais écoute bien ça, si je te disais que tu pourrais apprendre gratuitement comment démarrer ton entreprise en seulement 14 semaines... Oh, tu peux pas être sérieux, là, Émile? Je suis très sérieux, parce que le Centre de formation professionnelle des riverains, le CFP, offre un programme de lancement d'entreprise 100% en ligne. Tu te connectes et, idéalement, tu portes des vêtements parce que c'est en virtuel, mais il y a une caméra quand même. Oui, un peu de décorum. Et est-ce que c'est gratuit? Exactement. Inscris-toi dès maintenant au cfpriverain avec un s.qc.ca/programme-lancement et commence ton aventure entrepreneuriale. Alors Seb, est-ce qu'on est prêt à embarquer dans l'épisode d'aujourd'hui? Oui. C'est parti. Yeah. Nous sommes le 25 mars 2024, en début d'après-midi, lorsque le jet privé de Sean Combs, plus connu sous les pseudonymes de P. Diddy ou Puff Daddy, disparaît mystérieusement des radars. Le vol, censé relier Miami à Los Angeles, plonge soudainement dans le silence radio, suscitant immédiatement l'inquiétude de son entourage et des autorités. Presque simultanément, à des milliers de kilomètres de distance, des dizaines d'agents fédéraux s'apprêtent à lancer une série de perquisitions qui allait bouleverser l'industrie du hip-hop en révélant des secrets bien gardés. Leur cible,
les propriétés luxueuses de Sean Combs qui sont situées à Miami et à Los Angeles. Ces résidences, véritables forteresses modernes, deviennent soudainement le centre d'une vaste enquête menée par plusieurs agences fédérales. Pendant ces événements, les fils de Combs, Justin et King, sont brièvement détenus lors de la perquisition à Los Angeles. Bien qu'ils ne soient pas arrêtés, ils ont été aperçus retournant à la résidence pour récupérer quelques affaires avant de la quitter à nouveau. Au moment où les agents fédéraux s'introduisent dans ces propriétés, un représentant du département de sécurité intérieure s'exprime publiquement pour la première fois sur cette opération d'envergure. Il nous dit « Plus tôt dans la journée, notre département de New York a mené des actions d'application de la loi dans le cadre d'une enquête en cours avec la collaboration du département de Los Angeles et de Miami ainsi que de nos partenaires locaux. Nous fournirons davantage d'informations dès que possible. » Sean Combs, en fait, c'est une figure emblématique du monde de la musique et des affaires. Il est âgé de 54 ans au moment des faits et fait face à une série d'accusations graves. Depuis novembre 2023, il est visé par 5 procès distincts pour agression sexuelle, impliquant des accusations en fait d'abus, de viol, de trafic sexuel et de d'autres actes alarmants. Malgré ces allégations, il a fermement nié toute implication dans ces crimes, répétant via ses avocats qu'il n'avait rien à voir avec les accusations qui étaient portées contre lui. Évidemment. Ben oui. Par contre, son arrestation du 17 septembre dernier à New York nous prouve le contraire. On y reviendra. Là, on peut voir, Émile, l'avion de Sean Combs, son jet privé disparaît. Il y a des perquisitions massives. Là, je pense qu'on est vraiment dans une affaire des plus singulières là, qu'on a traitées à Distorsion pour vrai là, dans tout ce type d'allégations-là. Oui, ça rappelait presque les images de O.J. Simpson à quelque part. Ah, oui. Tu sais, quand on voit le raid débarquer dans son manoir, c'est une méga opération policière, les agents armés qui débarquent, puis qu'on suit tout ça à la télé, ça me rappelait un peu des allures de la poursuite d'O.J. Simpson, peut-être moins spectaculaire, parce que là, on se disait, voyons, une poursuite en voiture, c'est sûr, ça va mal finir. Oui, c'est clair. Mais j'avais un peu ce feeling-là, quand une grosse vedette se fait perquisitionner, mais de cette façon-là, j'ai l'impression qu'il voulait aussi visuellement marquer le public en faisant une méga grosse intervention comme ça. Ah, c'est certain que oui. Là, moi aussi, je suis convaincu de ça. Là. Il voulait frapper fort. Là. Oui. Mais avant qu'on continue un petit peu plus loin, veux-tu nous parler un petit peu plus de qui est Sean Combs, alias Puff Daddy? Oh yes, avec plaisir, Seb. Tout un personnage. C'est dans un Harlem des années 80, là, un quartier de New York, qu'un jeune garçon de 12 ans nommé Sean Combs négociait déjà avec les livreurs de journaux du quartier afin de reprendre leur tournée de journaux. Déjà là, il faisait des magouilles. Oui. Né le 4 novembre 1969, Sean Combs, connu plus tard sous différents noms dont Puff Daddy, P. Diddy ou simplement Diddy, et plus récemment sous le nom de Love, parce que c'est vrai, il a encore une fois changé son nom à un drôle de moment. Oui, en 2017. Ouais. Et à la base, il a grandi dans les rues difficiles de Harlem. La perte tragique de son père, assassiné alors qu'il n'avait que 3 ans, a été un événement marquant pour lui. En 1990, son entrée dans l'industrie musicale débute réellement avec un stage chez Uptown Records, qui était à l'époque un label influent de musique urbaine. Oui. Il y avait plusieurs artistes quand même connus là, de R&B puis de hip-hop là, à l'époque. Comme Evie, entre autres, là, que je connais bien. Evie, moi aussi je le connais. Il n'y avait pas aussi, peut-être que je dis n'importe quoi, mais Boyz II Men ou des groupes comme ça. Ah, il était-tu avec Uptown? Ça se peut qu'au départ... Ah oui, je pense que tu as raison, effectivement, mais je ne suis pas sûr à 100%. Ou sinon, il y avait des artistes qui sonnaient quand même comme Boyz II Men. Oui, c'était les grosses années de ce type de R&B, là, Casey and JoJo, entre autres. Oui. Ce stage qu'il faisait chez Uptown Records, obtenu après avoir quitté l'université de Howard, lui sert de tremplin pour gravir rapidement les échelons de l'industrie grâce à son talent pour le marketing et la promotion. Il devient rapidement directeur artistique du label. Cependant, son style de gestion intense et parfois conflictuel, très colérique même, ainsi que son approche très directe, créent des frictions internes.
Ces tensions atteignent leur paroxysme lors d'une fête où son comportement est jugé inacceptable par la direction du label. Andre Harrell, le fondateur de Uptown Records, décide alors de le licencier en 1993. Diddy, quant à lui, justifie cet événement en déclarant qu'il ne pouvait pas y avoir deux rois dans la même pièce, Oui, c'est ça. faisant allusion à la rivalité de leadership qui s'était installée entre les deux. Oui. Et là, il va partir faire ses propres affaires, Sean Diddy Combs, notamment la fondation de son propre label. Suite à son renvoi en 1993, Diddy va fonder Bad Boy Records, un label de hip-hop et de R&B qui va faire sa place là, très fortement dans la scène musicale des années 90. Sous sa direction, des artistes comme The Notorious B.I.G., très connu, que moi j'adore, Mary J. Blige, la chanteuse R&B, et Faith Evans, qui était d'ailleurs la compagne de Notorious B.I.G., deviennent des icônes de leur époque. Grâce à des productions novatrices et à un marketing audacieux, Bad Boy Records façonne à sa façon le son et la culture hip-hop des années 90, spécialement du côté de la côte Est. Exactement. Parce qu'on se rappelle que de l'autre côté, il y avait une grande présence de Death Row Records, le label rival de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eazy-E, NWA, Tupac, évidemment. Et là, on revient du côté de New York. Notorious B.I.G., c'est l'un des artistes les plus influents de Bad Boy Records. En plus, dans ces années-là, il est vraiment à son pic. Son premier album, Ready to Die, en 1994, acclamé par la critique et vendu à des millions d'exemplaires, a popularisé le rap de la côte Est. Moi, c'est un album incroyable que j'écoute encore aujourd'hui. Ah oui, il est incroyable. Ou Shot Ya, c'est vraiment fou raide cette track. Faith Evans, qui est la première femme signée chez Bad Boy, a également marqué l'histoire du label avec son album Faith, certifié platine à l'époque. Elle est mariée à Notorious B.I.G. en 1994 et leur relation s'est tragiquement terminée avec l'assassinat de Notorious B.I.G. en 1997. On y reviendra un peu plus tard. Oui. Mais Diddy ne s'est pas contenté qu'un producteur. En 1997, il se lance dans une carrière solo de rappeur avec le single Can't Nobody Hold Me Down, qui atteint rapidement la première place du Billboard Hot 100. Et son premier album, More Money, More Problems, est certifié 7 fois platine. Et ça va marquer le début de sa carrière musicale solo. Oui. C'était quand même... en tout cas, je sais que t'aimes moins, là, mais c'était quand même bon. C'est vrai qu'il a changé un peu le son, la façon qu'il promotait, qu'il faisait la promotion de ses artistes. Il y avait quelque chose de différent. Ça, oui. Je trouve qu'au niveau... il a amené quelque chose d'intéressant au niveau de la production sonore, je pense. Oui. Du côté de LA, à cette époque-là, de la côte ouest, on était dans une production très, je dirais, dramatique, avec lourde, des beats lourds. Tandis que du côté de Bad Boy Records, c'était un peu le son un petit peu jiggy, là, un petit peu funky, du rap plus de party, à part évidemment quelques certains morceaux là, de B.I.G. et tout ça. Mais oui, au niveau du son, il y a vraiment eu quelque chose. Mais en tant que rappeur, je trouvais qu'il était difficile à endurer. Là. Ah oui. Moi, il n'y avait pas de portée de voix. Il mâchouillait ses mots. C'était pas un grand parolier non plus. Non. Ses plus grands succès, on dirait en tout cas, peut-être qu'on va y revenir, là, mais on dirait qu'il les a fait un peu sur le dos de B.I.G. avec des featuring, des choses comme ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, toutes les chansons que j'aime, il est toujours en featuring de quelqu'un ou avec quelqu'un. Mais c'est dans la production musicale. Souvent, je trouvais que les chansons étaient bonnes, mais tu as raison, c'est loin d'être un bon rappeur. Mais il y a eu des chansons quand même marquantes, moi, qui m'ont marqué, là, comme Victory. Là, je sais pas si... Oui, mais ça, c'est sur est-ce que c'est sur un album de Diddy ou de B.I.G.? C'est un album de Diddy, je pense. Mais ça se peut. Mais oui, parce que les bars de Notorious B.I.G. sont trop folles là-dessus. Oui, exact. Mais ça, je pense qu'elle a été faite après sa mort, puis ils ont repris des couplets qu'il avait déjà écrits. Mais en tout cas, bref, moi, c'était une de mes chansons que j'ai dû écouter des millions de fois. Là. Je l'aimais tellement. Oui. C'est vraiment fort. À New York, dans le temps, un genre de remix sur CD dans le début des années 2000 avec cette tune-là dans la rue. Puis j'étais tellement fier.
Ben oui. Mais moi, un artiste qui m'a fait découvrir sur Bad Boy Records, que j'ai beaucoup aimé à l'époque, c'est Mace. Ah ben oui, mais ça c'est bon. Je l'aimais, ah oui. Ah oui, ça, c'était peut-être lui un des plus talentueux du label. Ah vraiment, qui est devenu révérend. C'est vrai. Qui a fait faillite. Tu sais, sa vie a été un peu chaotique, mais je pense qu'il est encore révérend. En tout cas, du moins, je pense qu'il fait encore ce métier-là. Mais il rappe plus bien. Malgré qu'ils ont fait des tournées, je sais plus, je pense qu'il a été réimpliqué dans des... Parce qu'ils font tout ça pour leur retraite. Oui. Mais en tout cas. On va continuer, Émile, parce que Sean Combs ne s'arrête pas là. Il est ambitieux. En 98, il élargit son empire au-delà de la musique en lançant sa marque de vêtements Sean John. Mais qui ne le faisait pas à cette époque? Oui. Jay-Z avait Rocawear, Wu-Tang avait Oui, Who-Wear. c'est vrai. Oui, Wu-Tang, c'est vrai. Tous les gros noms, on dirait, avaient leur marque de vêtements. Ah ben oui, ils se sont comme rendus compte que ça devenait... ça faisait partie de leur écosystème. Ben oui. Ça amenait des revenus, ça modulait un lifestyle. Mais c'était quand même... écoute, moi, je n'étais pas le plus grand fan de ce qu'il faisait, là, mais c'était quand même... Il était respecté dans l'industrie de la mode. Ça alliait le streetwear et la haute couture. Puis ça a lui-même valu un prix en 2004. Il a gagné le prestigieux prix du designer de vêtements masculins de l'année au CFDA Award. Ça, c'est le Council of Fashion Designer of America, qui faisait de lui le premier designer noir à recevoir cette distinction depuis 1981. Il a connu rapidement un grand succès, devenant une marque emblématique qui était portée par plusieurs célébrités, qui a généré des millions de dollars de revenus et qui était vraiment présentée dans différents défilés de mode, en fait, prestigieux. Par contre, au fil du temps, la marque a traversé beaucoup de difficultés et avec toutes les accusations qu'il y a eu, en novembre 2023, il est annoncé que la collection Sean John allait être progressivement retirée des magasins Macy's, entre autres en raison d'une baisse des ventes par rapport à ses jours de gloire dans les années 90 et 2000, mais aussi à cause des scandales. Il faut savoir que Diddy, en 2024, il a racheté Sean John au complet pour 7,5 millions de dollars pour revenir à la tête de l'entreprise parce qu'il ne l'était plus. Et là, il était déterminé à ramener la marque sur le marché de la mode, mais là, avec son arrestation, je pense que ses plans vont être contrecarrés. Ça se peut que ça change de nom, cette marque. Oui, exact. Et puis, je regardais encore sa fortune est encore au-dessus d'1 milliard. Hein, oui. En tout cas. En 2007, il poursuit encore son ambition. Il lance la Ciroc Vodka, qui est une marque qui a rapidement gagné en notoriété grâce à son sens aigu des affaires. Diddy, il est bon là-dedans. Il a transformé Ciroc, en fait, qui était alors une marque qui était assez confidentielle. Là. Il vendait à peine 1 millier de bouteilles par année, en un phénomène mondial. En un an, les ventes ont explosé à 2 millions de caisses vendues. Et cette réussite est grandement attribuée à des campagnes de promotion, justement des partenariats avec des célébrités et lors des événements comme les Grammy Awards ou des soirées exclusives de Diddy. Ça, quand on y repense après, on trouve ça un peu étrange. Oui. Diddy a su capitaliser sur l'image de luxe et de style qui était associée à Ciroc et c'est devenu la vodka. En fait, il a positionné la vodka comme un choix incontournable dans le milieu des fêtes et des célébrations. Encore une fois, il y a toujours des conflits avec Diddy. En 2024, il y avait un litige avec Diageo, qui est la société qui détenait les droits de Ciroc. Diddy a mis fin à son partenariat. Il les avait accusés de racisme, d'avoir classé ses marques, notamment Ciroc et DeLeon, comme des black brands qui étaient destinés uniquement aux consommateurs dits urbains, ce qui, selon lui, limitait leur potentiel. Et après des mois de bataille juridique, ils ont réussi à s'entendre et maintenant Diageo détient la pleine propriété de Ciroc et DeLeon. Diddy n'est plus actionnaire de ces marques, mais malgré tout, Ciroc est toujours une des vodkas les plus vendues sur le marché. Et après avoir exploré une portion de son parcours personnel et professionnel, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, Émile, les accusations portées contre lui. Oui. Parce qu'il fait face à de graves accusations, abus physiques, sexuels, trafic sexuel, etc. Et ça vient de plusieurs personnes et ça s'étale sur plusieurs décennies, toute cette attention-là. Donc, on va revenir un peu en arrière et on va vous parler des premières accusations publiques.
Oui, parce que vous allez voir que même si tout ça arrive au grand jour dans les derniers mois, dernières années, ça fait longtemps que Diddy a des comportements problématiques. Là. Oui. Je dirais autant avec les femmes qu'avec les jeunes vedettes qui côtoient et même avec les hommes aussi, avec les jeunes hommes. Et son spectre a l'air assez large et c'est ça, ça remonte à longtemps. C'est quelque chose qui était en lui, je crois, depuis des décennies, là, comme tu le dis. En novembre 2023, Casey Ventura, qui est une des ex-compagnes de Sean Combs, dépose une plainte contre lui, révélant une série d'abus physiques, psychologiques et sexuels qui auraient duré plus de 10 ans. Leur relation aurait débuté en 2007 et bien qu'ils se soient rencontrés 2 ans plus tôt, en 2005, alors que Cassie n'avait que 19 ans et Diddy à l'époque 37, c'est un peu un pattern, vous allez voir. À cette époque, Sean Combs, qui était l'une des figures les plus influentes de l'industrie, l'avait signé, elle aussi, sur son label Bad Boy et l'aurait progressivement attiré dans une relation toxique marquée entre autres par la violence et le contrôle obsessif. Dans sa plainte, Cassie affirme que Combs lui administrait régulièrement de grandes quantités de drogue et qu'il était sujet à des excès de rage incontrôlables. Il la frappait fréquemment, souvent en présence d'employés même là, de Bad Boy, qui, eux, n'osaient pas intervenir sur le coup. Là. Après ces épisodes de violence, Combs aurait l'habitude de la cacher dans des hôtels pendant plusieurs jours, le temps que ses blessures guérissent, parce qu'elle est sévèrement heurtée là, physiquement lors de ces attaques-là. Elle a des bleus partout, des fois c'est des yeux au beurre noir, tout ça, ça laisse des traces. Là. Donc, il faut que Sean Combs s'assure qu'elle soit dans une certaine période de réhabilitation. Exact. Un incident marquant, décrit dans la plainte, s'est produit en 2009 lorsqu'il lui aurait piétiné le visage. Les détails glaçants de la plainte ont pris une nouvelle dimension en mai 2024 lorsqu'une vidéo de surveillance datant de mars 2016 a été diffusée par CNN. Sur les images, Cassie est vue marchant dans un couloir d'hôtel, prête à partir lorsqu'elle est soudainement rattrapée par Combs, qui est vêtu seulement d'une serviette autour de la taille. Ces images-là m'ont marqué. Il l'attrape par la nuque, la projette violemment au sol, puis commence à lui asséner des coups de pied. Il ramasse ensuite ses affaires, il la traîne par le col de son manteau là, vers un autre couloir, il la traîne par terre là, comme un animal. Bien que Cassie disparaisse du champ des caméras à ce moment-là, on comprend qu'il continue de la maltraiter en lui lançant des objets. Les images se terminent par Cassie, blessée, qui se relève péniblement et utilise un téléphone de service près de l'ascenseur. Ces images-là sont quand même assez troublantes. On n'est pas habitué de voir des vedettes connues, là, des personnages qu'on idolâtre un peu, qui sont un peu plus grands que nature, se comporter comme des débiles comme ça. Là. Oui, donc tu as raison. Là. Le rapport de l'incident qui accompagne la vidéo fournit davantage de détails. Lors d'un séjour à l'hôtel intercontinental de Century City à Los Angeles, Sean Combs, en état d'ivresse avancée, aurait frappé sa compagne au visage, lui laissant un œil au beurre noir. Cassie aurait ensuite tenté de s'enfuir, mais Diddy, se réveillant, l'aurait poursuivi dans le couloir en lui jetant des vases en verre. Donc, lui, c'est ça, il était en serviette parce qu'il se réveillait la nuit, c'est ce que je comprends. Ça, Elle parvint à s'échapper en prenant l'ascenseur, mais dans un geste tragiquement typique des victimes d'abus, elle retourna à l'hôtel pour s'excuser d'avoir tenté de fuir. Un peu syndrome de Stockholm. À son retour, le personnel de sécurité qui avait vu les images de surveillance l'aurait exhorté à ne pas revenir. Selon plusieurs sources, Puff Daddy aurait payé 50 000 $ à l'hôtel pour obtenir les enregistrements de cette nuit-là. C'est fou l'argent, hein? Après cet incident, Cassie quitta leur résidence à Comstock pour se cacher en Floride chez une amie. Cependant, elle fut rapidement retrouvée par James Cruz, président de Bad Boy Management, qui lui aurait dit que son single ne sortirait pas si elle ne répondait pas aux appels de Sean Combs. C'est-tu manipulateur? C'est clair, tu sais, tu tiens sa carrière entre tes mains, presque sa vie, en plus, en manquant de la tuer la veille. Pauvre petite, toute jeune. Quand tu as 19 ans, là, c'est ça, il profitait vraiment de son pouvoir. C'est vraiment un salaud. Là.
La plainte de Cassie ne s'arrête pas à ses violences physiques. Elle décrit également comment Combs l'obligeait à participer à des soirées qu'ils appelaient des freaks off ou FO. Ça, on va reparler aussi des freak-offs. Oh oui, où des travailleuses du sexe étaient présentes ainsi que de diverses drogues telles que l'ecstasy, la cocaïne, le GHB et la kétamine. Un beau party. En 2011, après que Cassie ait entamé une brève relation avec le rappeur Kid Cudi, que vous connaissez peut-être, Combs aurait découvert leurs échanges d'emails et aurait réagi violemment. Il l'aurait frappée à plusieurs reprises avant de lui donner un coup de pied dans le dos alors qu'elle essayait de fuir. Incroyable. 1 an plus tard, écoutez ça, là, il l'aurait menacé de faire exploser la voiture de Kid Cudi. Une menace qui s'est matérialisée lorsque le véhicule de Kid Cudi a effectivement explosé dans l'allée du rappeur, peu après. En septembre 2018, lors d'un dîner où Cassie aurait exprimé son intention de quitter définitivement la relation, Combs aurait pénétré de force chez elle plus tard dans la soirée et l'aurait violée malgré ses protestations et ses tentatives de le repousser. My God. Ah non, il est incroyable. Et l'avocat de Diddy, toujours Ben Brafman, réagit rapidement aux accusations en novembre en les qualifiant d'offensantes et scandaleuses. C'est tout du mensonge. Oui, exact. Cependant, moins de 24 heures après le dépôt de la plainte, les deux parties ont annoncé un règlement à l'amiable. Les détails de cet accord n'ont pas été rendus publics, mais cette résolution rapide a laissé de nombreuses questions en suspens. Puis c'est là le 50 000, là, supposément, selon les rumeurs. Oui. Suite à la plainte de Cassie, d'autres victimes se sont manifestées, entraînant une série de nouvelles accusations contre Sean. En novembre 2023, Joy Dickerson Neal, une autre femme, elle l'accuse de l'avoir droguée et violée en 1991 alors qu'elle était étudiante à l'université de Syracuse. Elle affirme que Sean a filmé l'agression et a partagé la vidéo avec d'autres personnes de l'industrie musicale. Puis c'est drôle, hein, parce qu'en 91, c'était pas la même technologie d'enregistrement qu'on avait. Là. C'était des caméscopes, c'était pas sur nos selles. Là. Donc, on dirait que je trouve que ça rend la chose encore pire. Dans le sens qu'il faut que ça soit un peu plus planifié que tu comme l'équipement l'enregistrement sur toi. Ça prend plus d'efforts pour partager, tu sais. Oui, tu peux pas l'envoyer par texto. C'est genre, faut que tu invites tes amis à la maison pour le regarder sur une télé, là, tu sais, ou tu t'envoies des cassettes, là, je sais pas. Oui, non, c'est ça, ça doit être ça, parce que je pense pas qu'il l'ait numérisé à l'époque. Elle affirme justement que partagée avec plein de gens de l'industrie musicale, la pauvre elle. Elle raconte qu'elle avait accepté à contre-cœur un rendez-vous avec Sean, malgré les rumeurs sur ses mauvais traitements envers les femmes. Lors de ce dîner, elle affirme avoir laissé son verre sans surveillance et peu de temps après, elle n'était même plus capable de se tenir debout. Quelques jours plus tard, un ami lui aurait révélé avoir visionné le sextape de l'incident avec d'autres hommes, imagine. Encore une fois, les avocats de Combs démentissent les allégations et les qualifient de fausses et suggèrent qu'elles sont motivées que par l'argent. Toujours. Et ça continue, hein, Émile? On a 3 nouvelles plaintes en novembre 2023, Seb. À la fin du mois de novembre 2023, c'est 3 nouvelles femmes qui déposent des accusations de viol, rien de moins, contre Sean Combs. 2 d'entre elles déclarent qu'elles étaient mineures au moment des faits. Lisa Garner est l'une des plaignantes et allègue qu'elle a été violée par Sean Combs ainsi que le chanteur Aaron Hall à New York il y a plus de 30 ans. Elle explique avoir rencontré les 2 hommes lors d'un événement organisé par MCA Records. Après une soirée bien arrosée, Garner et son ami auraient été contraintes de suivre Puff Daddy et Hall à un after-party dans l'appartement de ce dernier. Une fois sur place, les 2 femmes auraient été violées à tour de rôle par les 2 hommes. Garner raconte également que quelques jours après l'agression, Sean Combs l'aurait retrouvée et étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, la menaçant de ne pas parler de l'incident. Incroyable. En décembre 2023, un mois plus tard, une plainte anonyme déposée par une certaine Jane Doe, donc un nom anonyme, accuse Puff Daddy ainsi que l'ancien président de Bad Boy, Harvey Pierre, et un 3e agresseur non identifié, de trafic sexuel et de viol collectif.
Jane Doe, cette fois-ci, avait 17 ans à l'époque des faits. Elle explique que Pierre l'avait convaincue de prendre un jet privé pour rejoindre le studio d'enregistrement de Puff Daddy à New York. Une fois arrivée, elle aurait été droguée elle aussi et violée par les 3 hommes. Arc, ça n'a pas de sens. Ça, c'est fou. L'avocat de cette Jane Doe, Douglas H. Wigdor, a décrit les faits comme dépravants et traumatisants pour sa cliente. Combs a de nouveau nié les allégations, bien évidemment, qualifiant cette plainte de tentative d'extorsion motivée par sa célébrité et son succès. Bien sûr. Suite à cette dernière plainte, P. Diddy publia sur Instagram la publication suivante, que je vous lis, qui a été traduite. Il dit « Ça suffit. Au cours des dernières semaines, je suis resté silencieux en observant les gens essayer d'assassiner mon personnage, détruire ma réputation et mon héritage. Des allégations écœurantes ont été formulées contre moi par des individus en quête d'un gain rapide. Que les choses soient bien claires, je n'ai pas commis aucune des horreurs dont on m'accuse, je me battrai pour mon nom, ma famille et pour la vérité. » Et il signe son nom, Sean Diddy Combs. Mais ça ne s'arrête pas là. Oh non, celle-là, là, écoutez ça. Et ça se poursuit. En février 2024, Rodney Lil Rod Jones, ancien producteur et vidéaste de Sean, dépose une plainte fédérale à New York accusant Combs de harcèlement sexuel, d'agression, de trafic sexuel et d'activités criminelles organisées. Jones, qui a travaillé sur 9 chansons de l'album Love de Combs entre septembre 2022 et novembre 2023, a également vécu et voyagé avec lui à travers les États-Unis et à l'étranger pendant cette période. Dans sa plainte, Jones affirme que sa relation professionnelle avec Puff a rapidement pris un tournant inquiétant. Il raconte avoir été témoin d'une série de comportements illicites, dont des fêtes où Combs aurait drogué des invités à leur insu en leur servant des boissons contenant des substances illicites. Selon les documents judiciaires, Jones a également été contraint de participer à ces fêtes où il était forcé de recruter des travailleuses du sexe pour Combs. On est loin de la job de producteur là, et de vidéaste, là, on s'entend. Lors de ces soirées, il affirme avoir été témoin de la présence de mineurs et de travailleuses du sexe, des éléments soutenus par des captures d'écran de vidéos incluses dans la plainte. Il a déclaré avoir été harcelé sexuellement à plusieurs reprises par Puff Daddy lui-même, qui aurait tenté de le manipuler pour établir une relation sexuelle avec lui. Il décrit des incidents d'agression qui auraient eu lieu dans plusieurs propriétés appartenant à Puff Daddy, notamment en Floride, Los Angeles et à New York, ainsi que sur un yacht que Combs avait loué dans les îles Vierges américaines. La plainte allègue également que Combs et son entourage étaient impliqués dans une entreprise de racket, selon la loi RICO. La loi RICO aux États-Unis, c'est un terme juridique pour décrire une organisation criminelle dans laquelle Combs aurait orchestré et participé à des activités illégales systématiques. En fait, RICO, là, c'est fait pour que ce ne soit pas juste le vendeur de drogue qui soit arrêté, mais celui qui orchestre tout ça aussi. C'est un peu pour attaquer la mafia et des choses comme ça. Exact. Et là, il est attaqué, il est accusé de ça aussi. Jones affirme que Combs lui demandait constamment de filmer tout ce qu'il faisait, y compris des moments où des actes illégaux se seraient produits. Ces enregistrements, qui dureraient plusieurs heures, contiendraient des preuves de comportement criminel au sein de son entourage. Ces vidéos, dont des extraits ont été inclus dans le dossier judiciaire, montrent des fêtes privées où des mineurs et des travailleuses du sexe étaient présentes, renforçant les accusations de trafic sexuel et d'abus. Et en plus des accusations, Jones prétend que Puff Daddy et son fils sont impliqués dans une fusillade survenue en 2022 dans un studio d'enregistrement, en fait, à Los Angeles. Combs aurait également demandé à Jones et à un autre homme, Brandon Paul, de transporter des drogues et des armes à feu pour lui lors de voyages. Jones explique que dans sa plainte, que ce harcèlement s'étendait même à sa famille. Il affirme qu'il a été harcelé, en fait que Combs a harcelé sa fille de 8 ans, la mère de cet enfant-là, ainsi que plusieurs de ses ex-épouses. Je ne sais pas trop pourquoi. Oui. Selon lui, il aurait envoyé des agents pour les intimider et fabriquer de fausses histoires sur lui, qu'il aurait ensuite transmises à TMZ
pour ternir sa réputation. Wow! Tout ça, c'est pour qu'il ferme sa gueule, Oui, parce que définitivement, il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû. Là. C'est sûr que c'est ça. En plus, c'était ça sa job. Oh non, c'est incroyable. Face à ces graves accusations, encore une fois, les avocats de Puff Daddy nient les faits. Ils disent que les allégations de Jones sont des tentatives transparentes de faire les gros titres et a démenti l'implication de Puff Daddy dans ces événements, les qualifiant de pures inventions. Et ça continue encore, mon cher. Oui, puis en plus, c'est quand même assez grave parce que je le voyais en entrevue, Jones. Oui. Puis je dirais que le hip-hop, c'est quand même encore très macho, hein, Oui. même misogyne. Hein. Très, faut pas l'oublier. Ah, hein. t'as raison, Il y a certains rappers qu'on aime bien qui sont très inclusifs, là, Tyler, the Creator, Kendrick. Ah, ben oui. Mais Puff Daddy et sa gang, et même dans les années dont on parle, et là, il y a des rumeurs de même qui seraient peut-être bisexuels ou homosexuels ou tout ça. Là. Donc, faut garder ça secret là, dans le monde de Puff Daddy. Là. C'est très grave. Là. Ah ben oui, son image. Ben oui, c'est encore une insulte dans le monde du rap de dire que quelqu'un est gay, là, même s'il ne l'est pas. Là, oui, exact. Ça a longtemps été comme ça, du moins. Là. Oui, surtout dans ces Donc, c'est années. clair que là, c'est un smoking gun, là, quelque part, pour Puffy. Oui. Mais ça continue, comme tu le disais. Depuis juillet 2024, donc on parle de cet été, là, Sean Combs est également visé par une plainte déposée par Adria English, une ancienne actrice de films pour adultes. Elle l'accuse d'avoir abusé d'elle entre 2006 et 2009 lors de ses célèbres White Parties dans les Hamptons et en Floride. English affirme avoir été contrainte d'avoir des relations sexuelles avec des invités et d'avoir consommé des drogues pour satisfaire les demandes des participants. La plainte mentionne également les entreprises de Combs comme Bad Boy Entertainment, ainsi que des médias pour leur implication dans l'organisation de ces soirées. Combs nie fermement les accusations, les qualifiant de sans fondement, encore une fois. Donc, il faisait des parties, lui, tout le monde habillé en blanc, là, des genres de dîners en blanc. Oui. Je vous parle d'un autre cas, Dawn Richard, cette fois-ci, qui est la fille d'un musicien de funk et de soul originaire de la Nouvelle-Orléans. Elle a commencé sa carrière musicale alors qu'elle était à l'université. Elle a acquis une notoriété en participant à l'émission de télé-réalité, le Making the Band, qui était créée, même animée là, par P. Diddy à l'époque, où elle a été sélectionnée en 2005 pour réintégrer le groupe Danity Kane, DK là, à l'époque. Ouais. Le concept de l'émission reposait sur des auditions ouvertes où les candidats étaient progressivement éliminés jusqu'à la formation du groupe final. En 2005, l'émission était novatrice en offrant aux téléspectateurs un aperçu des coulisses du processus de création d'un groupe, montrant les auditions, les répétitions et les défis quotidiens auxquels les participants étaient confrontés. Cependant, dans une récente plainte déposée le 10 septembre 2024, il y a très peu de temps, Dawn Richard accuse Combs d'agression sexuelle et de mauvais traitement. Elle affirme que P. Diddy la privait, ainsi que ses collègues, de nourriture et de sommeil, les forçant à répéter jusqu'à 48 heures sans pause. C'est fou, ça. En conséquence, Richard a perdu beaucoup de poids et elle a développé des éruptions cutanées. Elle souffre désormais de problèmes de santé tels que l'anémie et de douleurs articulaires suite à son mauvais traitement dans le cadre de l'émission. Oui, c'est fou, ça fait plusieurs années. Là. Ben oui. Richard dépeint un environnement de travail hostile, ponctué d'abus verbaux, avec P. Diddy qui utilise des termes dégradants à son encontre, ainsi qu'à l'encontre d'autres participantes. Elle affirme également avoir été témoin de violences physiques infligées par P. Diddy à son ex-petite amie, Casey Ventura, et l'avoir vu se livrer à des activités illégales. En outre, Richard allègue que P. Diddy l'a agressée sexuellement à plusieurs reprises, entrant dans sa loge sans prévenir et la touchant de manière inappropriée. Elle réclame des dommages et intérêts compensatoires et punitifs pour le préjudice émotionnel qu'elle a subi. Au total, le Seb, c'est 9 plaintes qui ont été déposées contre le rappeur depuis novembre 2023 seulement. Mais ça s'étale sur des décennies. Oui, ben oui, parce que tout le monde revient en arrière. Hein? C'est comme le MeToo de Puff Daddy. Exact. C'est vraiment ça. Là. Juste à lui seul, il vaut un MeToo. Ah oui, oui, exactement. Et puis si vous voulez l'avoir un petit peu plus, là, Mme Richard est dans le documentaire sur Tubi de Puff Daddy qui est gratuit. Là, Tubi, la plateforme, si vous voulez voir, il y a quand même
même plusieurs segments d'entrevue avec elle. Elle est vraiment super, cette femme-là. Là. Je te dis qu'elle n'a pas peur. C'est une des seules de ce groupe de musique-là, le Danity Kane, qui a, que le guts de l'affronter en public. Là. Oui, parce que c'est pas évident, parce que ça reste qu'il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent encore aujourd'hui. Là, puis il y a beaucoup de gens liés à ça parce que, un peu comme Epstein, ça, on y reviendra, mais il y a des gens aussi qui participaient à ces soirées-là. Là. Il y a des gens qui ont dû profiter du trafic de mineurs, du trafic sexuel. C'est pas seulement lui. Puis on n'entend pas beaucoup de dénonciations face à ces personnes-là. Ça, non, là, c'est le persona non grata. Là. Mais Seb, qu'est-ce qui est arrivé au fameux jet privé de P. Diddy, disparu le 25 mars 2024? Si l'on revient sur le vol qui avait disparu des radars le jour de la perquisition chez Puff Daddy, l'enquête a finalement révélé qu'une combinaison inattendue de facteurs techniques et humains en était la cause. Oh, intéressant. Tout d'abord, il y a eu une défaillance mécanique critique qui aurait affecté les systèmes de navigation et de communication de l'avion, qui l'a plongé dans une zone de silence radio. Les premières analyses indiquent en fait que le jet a subi une perte de pression soudaine, entraînant l'activation automatique du pilote automatique, tandis que l'équipage luttait pour reprendre le contrôle de l'avion. C'est drôle quand même. De plus, des conditions météorologiques extrêmes ont exacerbé la situation, rendant la navigation encore plus difficile pour les pilotes. Toutefois, la disparition du vol a également soulevé des interrogations sur une possible interférence humaine. C'était bizarre quand même le timing. Certains experts ont évoqué la piste d'un sabotage qui était à l'origine de la défaillance mécanique, bien que cette hypothèse n'a pas été confirmée dans les premières heures de l'enquête. Les autorités ont examiné également d'éventuels liens entre cette disparition mystérieuse et les accusations légales, justement, qui pèsent sur Puff Daddy, soulevant la possibilité d'un acte intentionnel qui aurait été orchestré pour échapper à la justice ou dissimuler des éléments cruciaux de l'enquête en cours. Ben oui, parce que c'est drôle un peu que tout ça arrive le jour du raid. Là. C'est tellement bizarre, tu sais. Mais justement, dans les théories qui circulaient à cette époque-là, au mois de mars, il y avait au départ la fuite vers les Caraïbes. Hein. Quand c'est arrivé, là, les premiers 24 heures, il y avait vraiment une rumeur populaire qui suggérait que Puff Daddy avait pris la fuite à bord d'un autre jet privé en direction de l'île Antigua dans les Caraïbes pour échapper aux autorités américaines parce qu'au début, il n'était pas dans l'avion non plus, là, puis il ne le trouvait pas. Là. L'autre théorie, c'était qui propose que le jet aurait été en route vers le Cap-Vert, qui est un pays, ça, moi je m'en rappelle, c'était une qui sortait le plus, c'est qui est un pays sans traité d'extradition avec les États-Unis, ce qui aurait permis à Diddy de se soustraire à la justice américaine. Ben oui, c'est clair. Moi, au début, j'étais convaincu que c'était ça. On dirait que les premières heures, là, moi, j'étais convaincu qu'il avait fui. Puis d'autres
prétendent en fait que ça serait sûrement des déplacements stratégiques, que le jet aurait simplement été utilisé pour déplacer des biens ou des personnes de manière stratégique sans que Puff Daddy soit réellement à bord. Mais finalement, c'est ça, il y a eu des bris mécaniques, il y a eu tout ça, on sait ce qui est arrivé, mais sans savoir le fond réel des choses. Moi, ça n'a pas été dit publiquement, là, la vraie raison mécanique et tout ça. Mais pour le moment, c'était des vrais problèmes mécaniques et ce serait qu'un hasard. Bien sûr. Revenons à la journée du 25 mars 2024, lorsque des agents fédéraux du département de la sécurité intérieure ont mené des perquisitions assez spectaculaires dans les résidences de Puff Daddy, comme on vous disait, à Los Angeles et à Miami, dans le cadre de leur enquête. À Los Angeles, il y a des agents armés qui ont envahi la propriété à Holmby Hills, accompagnés de camions de commandement stationnés à proximité. Il y a eu des images aériennes diffusées par les médias américains qui ont capturé l'ampleur de l'intervention, comme tu parlais au début. Durant la perquisition, les fils de Diddy, Justin et King Combs, c'est drôle de nommer son enfant Kings, oui, ainsi que plusieurs employés présents sur place ont été menottés, comme en témoignent plusieurs vidéos publiées par des médias. Bien que cette méthode ait été critiquée, elle a été jugée nécessaire, en fait, voulant empêcher la destruction de preuves. Les propriétés de Diddy étant vastes et comportant plusieurs sections, ça a rendu le travail des agents encore plus complexe. Simultanément, il y a une opération similaire qui a eu lieu à sa résidence à Miami. Au total, les enquêteurs ont placé en détention au moins 4 personnes dans le cadre de cette enquête. Lors des interventions, des armes à feu ainsi que plusieurs téléphones qui appartenaient à Diddy ont été saisis. Bien que les charges exactes restent encore floues à ce stade, les autorités ont précisé que l'enquête progresse rapidement. Diddy lui-même n'était pas présent dans aucune de ses résidences lors des perquisitions. Cependant, le même soir, son jet privé a atterri sur l'île d'Antigua sans passagers à bord, ce qui a immédiatement soulevé de nombreuses interrogations. Certains ont émis l'hypothèse en fait que Diddy aurait planifié ce vol pour éliminer des éléments compromettants. Néanmoins, il n'y a toujours pas de preuves concrètes qui permettent de confirmer que Diddy en fait avait connaissance qu'il allait avoir des perquisitions. Son avocat a réagi vivement, qualifiant les opérations de chasse aux sorcières, oui, basées sur des accusations sans fondement. Ça fait 30 ans qu'il y a des chasses aux sorcières contre P. Diddy. C'est ça. Il a également critiqué l'usage excessif de la force armée et la forte médiatisation des perquisitions. On s'entend, là, c'est normal. Là. L'avocat a insisté sur le fait que les plaintes civiles n'étaient que des tentatives, encore une fois, de gagner de l'argent par des accusations non fondées. C'est comme si c'était une loterie. Hein? Tout le monde essayait de gagner de l'argent, de se lancer dans des poursuites comme ça pour le fun, là, pour tenter de mettre son intimité sur la place publique pour l'argent. Oui, exact. C'est tellement agréable de dire ça, que tu t'es fait violer, agresser. Tout le monde veut ça pour de l'argent. C'est n'importe quoi. L'enquête dépasse d'ailleurs les seules accusations de trafic sexuel. Les autorités cherchaient également des preuves concernant des accusations d'intimidation de témoins, d'agression sexuelle et de violation des lois sur les armes à feu. Plusieurs victimes présumées de Diddy ont été interrogées par les enquêteurs fédéraux et pourraient être appelées à témoigner devant un grand jury fédéral à New York. 3 jours après les perquisitions, Diddy a fait sa première apparition publique. Il a été photographié au centre récréatif Top Golf, je ne savais pas que ça existait là-bas aussi, à Miami, en compagnie de ses filles jumelles âgées de 17 ans. Le rappeur, visiblement détendu, a même adressé un signe de peace au photographe. Beaucoup ont noté qu'il semblait peu probable que Diddy ait pris la fuite, étant donné sa relation très proche avec ses enfants. Il est donc difficile de croire qu'il les aurait laissés derrière. Puis ça, je l'ai lu à plusieurs reprises. On dirait que je pense qu'il va faire face à la musique malgré tout à cause de ça. Là. Ce scandale relance les débats sur la séparation entre l'artiste et son art et pourrait influencer les décisions des investisseurs et des partenaires commerciaux dans l'industrie. Parce c'est sûr. Il y a les mains partout. Là. Autre personne clé dans toute cette histoire, Émile, son bras droit. Exact, Seb.
Depuis 2013, Christina Coram a occupé un poste de premier plan en tant que chef des opérations chez Combs Enterprises, où elle supervisait les nombreuses entreprises de P. Diddy. Parce qu'il y en a tellement que, bon, il y a une compagnie qui fait office d'ombrelle, allant de la musique aux vêtements, en passant par les boissons et les médias. Diddy la considérait comme une figure indispensable au succès de ses projets, la décrivant souvent comme un pilier essentiel de son équipe. Le parcours de Coram est impressionnant. Diplômée en affaires et en français de l'Université d'État de la Caroline du Nord, elle avait déjà travaillé chez Burberry, Paramount Pictures et AOL avant de rejoindre Bad Boy Entertainment en 2013. Elle s'est fait remarquer par sa capacité à naviguer dans différents secteurs professionnels. En 2017, elle apparaît même dans le documentaire Can't Stop, Won't Stop, A Bad Boy Story, retraçant la carrière et l'héritage musical de P. Diddy. Je l'ai écouté après-midi en faisant d'autres choses, ce documentaire-là. Je l'ai trouvé sur YouTube de façon un peu louche, là, mais c'est malaisant. En fait, c'est bon, c'est intéressant le documentaire, mais sachant tout ce qu'on sait aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que ça a été... c'est malaisant. Ah, ça doit, hein? Il y a plein de gens qui maintenant l'accusent ou même des gens décédés. Il y en a qu'on n'a pas encore nommé, je vous en parle pas, là, mais je vous le dis, si vous voulez creuser, de re-regarder ce documentaire-là aujourd'hui avec les yeux de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est vraiment étrange. Cependant, l'année 2024 marque un tournant pour Coram. Son nom est mentionné dans une série de scandales entourant P. Diddy, notamment ses allégations de trafic sexuel, de consommation de drogue et de harcèlement. Bien qu'elle n'ait pas été inculpée, elle est citée dans plusieurs accusations comme ayant joué un rôle de facilitatrice, un peu comme Ghislaine Maxwell. Exact. Il est allégué qu'elle aurait aidé à organiser des événements privés surnommés les freak-offs, où des travailleuses du sexe et des substances illicites auraient été impliquées. Certains témoignages affirment qu'elle aurait contribué à dissimuler les comportements de P. Diddy, gérant également le personnel domestique chargé de transporter des drogues pour lui. Parce que c'était en grande quantité, là, les drogues de P. Diddy. Ben oui. Les comparaisons entre Coram et Ghislaine Maxwell, qui était l'associée de Jeffrey Epstein, évidemment, deviennent courantes. Un procès distinct déposé en février 2024 par le rappeur Lil Rod, dont on a parlé plus tôt, accuse Coram d'avoir commandé des prostituées et d'avoir été activement impliqué dans les activités de trafic sexuel de Diddy. Les enquêteurs fédéraux, après des perquisitions dans les résidences de Diddy à Los Angeles et Miami, ont saisi aussi plusieurs substances ainsi que des milliers de bouteilles de lubrifiants, renforçant les accusations de comportements sexuels déviants autour de lui et Coram. Oui. T'as-tu vu des photos des bouteilles de lubrifiant? Non. C'est drôle, on dirait que t'es dans un sex shop. Je veux dire, même les sex shops ne doivent même pas avoir cet inventaire-là. Je veux dire, c'est tout aligné. C'est vraiment bizarre. Pourquoi autant? En tout cas. Des preuves compromettantes, notamment des enregistrements et des messages textes, semblent impliquer Coram. Ces éléments sont considérés comme des pièces maîtresses dans l'enquête fédérale en cours. Malgré ces allégations, Coram n'a fait aucun commentaire public à ce jour et n'a pas été arrêté ni officiellement inculpé dans le dossier. Néanmoins, son avenir professionnel est désormais gravement compromis, alors qu'elle était autrefois perçue comme le bras droit de P. Diddy. Son implication dans ces affaires criminelles continue de soulever des questions et certains observateurs pensent qu'elle pourrait coopérer avec les autorités pour atténuer son rôle dans l'affaire. Ça se peut quand même. Moi, je suis convaincu, mais je suis convaincu que ça ne va pas tarder. Il faut juste qu'elle accumule les preuves, mais je peux pas croire qu'elle va s'en sortir, là, cette dame-là. Il faut pas qu'elle s'en sorte. Là. Non. Parce que je suis convaincu que c'est pas des fausses rumeurs. Là. Il y a trop d'éléments. Là. Elle est trop dans son entourage. Elle est trop impliquée dans son day-to-day pour ne pas être impliquée là-dedans. C'est clair. Et là, on va voir que Diddy, il y avait aussi des comportements un peu déviants ou problématiques, je dirais, avec des vedettes connues qui étaient très jeunes à l'époque. Là. Oui. Plusieurs célébrités ont évoqué des comportements douteux observés lors des soirées privées de P. Diddy. Une des déclarations les plus notables vient du chanteur Usher, qui a révélé lors d'une interview avec Howard Stern avoir été témoin de choses curieuses chez Diddy.
Usher a vécu avec lui pendant 1 an alors qu'il n'avait que 13 ou 14 ans dans le cadre du Puffy Flavor Camp, qui était comme un peu un genre de bootcamp artistique. Là. Oui. Bien qu'Usher n'ait jamais donné de détails explicites, il a décrit l'environnement comme assez sauvage et a admis à l'époque qu'il ne comprenait pas pleinement ce dont il était témoin. Un ancien associé de Diddy a affirmé qu'Usher aurait même été conduit à l'hôpital après un incident avec Diddy, bien que ces affirmations n'aient pas été confirmées officiellement. On ne sait pas trop qu'est-ce qui serait arrivé dans cet incident-là. En parallèle, Diddy a également été impliqué dans une vidéo controversée où il apparaît avec un jeune Justin Bieber qui doit avoir aussi le 13-14 ans. Oui. Et dans cette vidéo, Diddy semble s'adresser à Bieber d'une manière qui a suscité des questions sur la nature de relation et sur le rôle d'Usher aussi qui avait présenté Bieber à Diddy à l'époque. Certains se sont interrogés sur l'exposition de Bieber à un environnement potentiellement inapproprié à son âge. Puis je lis un extrait de cette interview-là qui dure 28 secondes, en fait. C'est devant la télé, puis c'est super malaisant parce que Diddy, il s'adresse à Justin Bieber, qui est tout jeune à l'époque, puis il lui dit genre « Ah, mais on se voit plus comme on se voyait avant, qu'est-ce qui se passe? » Puis Justin Bieber est super mal à l'aise, il lui répond genre Ah, ben, je sais que tu as essayé de me rejoindre avec mon équipe et tout ça, mais c'est parce que tu n'as pas mon numéro. Veux-tu que je te donne mon numéro maintenant? Donc, il a l'air à juste vouloir se sortir de là. Oui, il ne comprend pas trop Diddy qui lui dit. C'est comme si vraiment Diddy était l'enfant et Bieber l'adulte. Oui, c'est vrai. Je vous fais jouer ça. What's up, man? You good? I'm good. How are you? Hey, young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. It's 555. Ouais, donc ça se finit un peu en queue de poisson comme ça, mais il a l'air d'avoir peur, là, le jeune Justin, dans cette vidéo-là. Mais encore une fois, dans ces années-là, Diddy est tellement puissant, puis ce sont des enfants. Ben oui. Peu importe le talent musical que tu as, tu t'es impressionné par un adulte que tout ce pouvoir-là. Là. Et là, on va reculer un peu dans le temps parce que Diddy, on va voir que depuis le début de sa carrière, dans les années 1990 à 2000, il a fait aussi toutes sortes de conneries. Le 9 décembre 1991, Puff Daddy co-organisait une soirée promotionnelle au City College de New York, qui était prévue pour un match de basket entre St. John et Seton Hall. L'événement, qui était très médiatisé, a attiré environ 5000 personnes dans un gymnase, mais qui était conçu pour en accueillir seulement 2700. Il y a une bousculade meurtrière qui s'est déclenchée, qui a tué 9 jeunes et en a blessé 29 autres. Quand même majeur là, comme bousculade. Très majeur. Là. L'enquête a révélé des manquements dans la sécurité et la gestion de la foule. Bien que Combs n'ait pas été jugé criminellement responsable, il y a eu plusieurs poursuites civiles qui ont conduit à des règlements financiers pour indemniser les familles des victimes et les survivants. En 1999, le tribunal a jugé Combs et Heavy D, qui était co-organisateur aussi, partiellement responsables, soulignant la mauvaise gestion de l'événement et le manque de mesures adéquates. En fait, ils ont oversellé. Oui. C'est vraiment ça, là, la raison par, désir de succès, mais je veux dire, si la salle, ça n'a pas de bon sens, là, ce que ça l'a amené. On dirait que son ambition se revire souvent contre lui. Oui. Il veut aller trop loin, trop vite. C'est vraiment particulier. Oui, sans respecter les règles. Exact, toujours. En 1993, Diddy rencontre Kim Porter alors qu'il travaille chez Uptown Records et il entame rapidement une relation avec elle. Leur couple connaît des tensions lorsque Kim découvre que Diddy la trompe avec Jennifer Lopez, ce qui mène à une rupture temporaire. La vraie Jennifer Lopez, J-Lo from the block. Oui, exact, là, pas un autre. Là. Ils se remettent ensemble, mais leur relation prend fin définitivement après que Kim apprend que Diddy attend un enfant avec une autre femme. OK. Qui serait une ex de Tupac, pour tout vous dire. Malgré ces difficultés, ils restent en bons termes et apparaissent souvent ensemble en public.
Puis justement, Kim est dans le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure. Le 15 novembre 2018, Kim est retrouvée morte à son domicile. La cause officielle de sa mort est une pneumonie, bien que certains, dont son ex Al B. Schur, remettent en question cette conclusion. Lui, il suggère plutôt que des détails qui auraient pu être ignorés dans l'enquête. Parce que quelques jours avant son décès, Kim se plaignait de maux de gorge et de fièvre, mais les tests pour la grippe et le streptocoque étaient négatifs. Elle semblait aller mieux la veille de sa mort, mais elle fut retrouvée inanimée le lendemain. Malgré des médicaments et une petite quantité de sang retrouvée dans sa chambre, le coroner a conclu à une mort naturelle. Mais beaucoup de gens dans les rumeurs soupçonnent Didi d'être en arrière de tout ça. Là. Sait-on jamais? Puis ça aussi, c'est elle que je voulais vous dire qui est encore plus malaisant. Elle est dans le documentaire. Sur Netflix. Oui, pas Netflix, non. mais Can't Stop, Won't Oui, Stop. exact. C'est Netflix, non, je pense. Non, je l'ai pas trouvé sur les plateformes. On dirait que je l'ai cherché juste sur YouTube. Là. Mais c'est ça, elle est dedans, elle est vivante. Ça fait vraiment étrange après quand on sait qu'elle est morte d'une façon un peu douteuse. Autre histoire, le 23 septembre 1995. Il y en a donc bien des histoires. C'est incroyable. Là. Jake Robles, lui qui est affilié à Death Row Records, là, justement, quand vous parlez du rap de la côte ouest, là, c'est ce label-là. Il a été abattu à l'extérieur du Platinum House à Atlanta après une fête pour Jermaine Dupri, qui est un autre rappeur connu. Un différend entre Death Row et Bad Boy Entertainment a dégénéré, entraînant des coups de feu. Plusieurs témoins ont identifié Anthony Wolf Jones, le garde du corps de Diddy, comme le tireur, bien qu'aucune arme n'ait été retrouvée. Suge Knight, qu'on connaît bien, qui lui aussi peut-être mériterait un épisode, a accusé Diddy d'être impliqué, mais ni Diddy ni Jones n'a officiellement été inculpés de ça. L'enquête reste encore ouverte et les deux camps nient toute implication. En 1996, il se passe une autre histoire folle avec Diddy. Un jour, il croise un photographe du New York Post. Et là, ça dérape. Diddy n'était pas vraiment fan de se faire prendre en photo. Il sort une arme à feu et menace le photographe. Évidemment, ça tourne mal et il finit par être accusé. Il est reconnu coupable de méfaits criminels après cet incident. Cet événement vient encore ajouter à sa réputation de personnage controversé, parfois violent. C'est vraiment une période où son tempérament explosif est au cœur de plusieurs affaires. Et je continue. 99. En avril 99, un désaccord éclate entre Puff Daddy et Steve Stout, le manager de Nas, le rappeur qu'on connaît bien, à propos du clip controversé « Hate Me Now ». Diddy, mécontent de la diffusion des scènes de crucifixion qu'il avait demandé de retirer, attaque Stout dans son bureau à New York, le frappant avec une bouteille de champagne. Ça doit faire mal quand même. L'incident devient un scandale médiatique, menant à l'arrestation de Diddy. Il plaide coupable pour harcèlement et l'affaire se termine par un règlement à l'amiable. Mais je me demande pourquoi, qu'est-ce que le manager de Nas avait rapport là-dedans? En fait, c'est que Diddy lui a demandé, parce que dans le clip, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on voit Puff Daddy qui est crucifié dans le clip de Nas, OK? Puis il avait accepté de tourner cette scène-là, mais après coup, il ne voulait plus que la scène soit dans le vidéoclip. OK, c'est sur l'album de Nas, ça? Oui, exact. OK. Excuse-moi, j'ai peut-être pas été clair. Et il voulait pas que cette scène-là soit dans le vidéoclip, mais Stout a fait à sa tête. Il l'a mis comme ça à MTV, Much Music, etc. Et c'est pour ça que Puff Daddy a pété une coche puis il a pété une bouteille de champagne sur la tête. Je ris, mais je ris jaune. Là. C'est vraiment pas drôle. Je me rappelais pas que Nas était là-dessus. Je me rappelle du refrain. Oui. Je pense qu'il a samplé la 9e symphonie de Beethoven là-dedans. Oui, ça se peut, là, oui, effectivement. Écoute, je te dis l'album de Nas, mais je pense que oui, parce que c'est son manager, mais peut-être que je me trompe là, que c'est une chanson sur l'album de Puff Daddy. Ça se peut. Mais bon, ça aussi, c'est, je veux dire, à un moment donné, je comprends. On dirait que Stout, pas qu'il méritait, là, mais je trouvais que là-dessus, il avait un peu cherché. Je veux dire, en tant qu'artiste, tu peux désirer ne plus vouloir qu'une scène apparaisse, là, comment dire, de toi, là. Écoutez, celle-là, c'est une des plus tragiques aussi. Le 27 décembre 1999, Puff Daddy est accompagné de sa conjointe Jennifer Lopez et du rappeur Shyne. Et il est impliqué dans une fusillade au Club New York à Manhattan. Il y a une dispute qui éclate
il y a 3 personnes qui sont blessées par balle. Après avoir fui la scène, Diddy, Lopez et Shine sont arrêtés avec une arme à feu retrouvée dans leur véhicule. Diddy est accusé de possession illégale d'armes et de tentative de corruption, mais il a été acquitté en 2001. Par contre, l'autre rappeur, Shine, a été accusé d'avoir tiré et a été condamné à 9 ans de prison pour tentative de meurtre, mettant un frein à sa carrière. Puis sachez qu'il a fait 9 des 10 ans de prison. Donc, Shine pour cet événement-là. Là. Un peu pour protéger Diddy aussi. Là. Je veux dire, Diddy, il n'a rien eu. Puis c'est encore l'autre personne qui se ramasse avec tous les problèmes. Vous allez voir, s'il y a plusieurs entrevues de lui, il est fâché un petit peu. Encore, on continue. En fait, là, je voulais faire un bond sur les droits d'auteur parce que quand on a des problèmes de droits d'auteur, dans le rap, c'est souvent commun. Là, on ne paye pas pour des samples ou tout ça. Puis il y a des artistes pires que d'autres. Souvent, ceux qui, justement, n'aiment pas trop les règles. Et Puff Daddy ne fait pas exception à ça. Vous la connaissez, là, la chanson I'll Be Missing You, justement, qui est un hommage à Notorious B.I.G. en 97. Oui, avec le sample de oui, Police. Ben oui, Every Breath You Take. Mais ça, je le trouve un peu toton, là. Puis Diddy, il n'avait pas demandé, il n'avait pas libéré les droits. Et ça a pris vraiment une bataille juridique de Sting, parce qu'après, ça a fonctionné. Là, j'ai vu des extraits avec Sting sur scène chantant cette chanson-là. Fait qu'ils ont fini par s'entendre, mais ça a été une longue bataille juridique. Tu sais, à un moment donné, ils payent tes droits. Là. Mais aujourd'hui, là, ça rapporte à Sting environ 5 000 $ par jour. À vie. C'est fou, hein, pareil? C'est comme... Tu sais, je veux dire, tu peux te mettre les 2 pieds sur le pouf et écouter des séries sur Netflix, puis t'es correct. Là. Je sais qu'ils veulent plus que ça, mais c'est fou pareil pour un sample d'une chanson. C'est assez incroyable. Ouais. En 2006, pour l'album Ready to Die, justement, de Notorious B.I.G., qui a fait l'objet aussi d'un procès pour usage non autorisé de Singing in the Morning, avec 4,2 millions de dollars de dommages. Bad Boy Records a été régulièrement confronté à des litiges, comme avec More Money, More Problem aussi, qui nécessitait de partager les revenus avec les auteurs des samples qu'ils ont utilisés. Et en 2023, Diddy a encore été poursuivi pour violation de marque déposée avec Act Bad, réclamant 10 millions de dollars, parce que Act Bad, c'est une autre chanson, je pense qu'ils ont fait. Donc, on voit que il est pas... on dirait qu'il s'en soucie pas trop, là. Mais c'est surtout dans son utilisation des samples, parce que le sampling est dans le hip-hop depuis toujours. Oui, oui. Ben oui. Sauf que souvent, les bons producteurs vont utiliser un sample qui vont tellement revirer de bord puis modifier que tu ne reconnaîtras jamais l'original. Tandis que Puff Daddy, lui, c'est l'inverse. Ouais, Il prend une ligne déjà connue que les gens aiment déjà d'un hit qui est déjà un méga gros hit, puis il en fait un beat avec. Fait que c'est pas subtil. C'est sûr que quand tu entends I'll Be Missing You, qui est une toune affreuse, mise sur un beat qui a de l'allure, c'est ça entièrement. Cette chanson-là est entièrement, est écoutable à 100% à cause qu'elle a le sample de The Police. Ben oui. Sinon, est-ce que quelqu'un se rappelle de ce que Puff Daddy dit dans cette chanson-là? Non, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas... c'est des petites paroles. C'est pas une chanson mémorable au niveau de l'écriture. Ben non. Fait que je les comprends aussi. Je comprends aussi un gars comme Sting de dire « Hey, tu fais vraiment... » Le succès de cette chanson-là, il est à cause de nous autres. Il n'est pas à cause de toi. Puis il était tout le temps comme ça. Il a samplé Steely Dan. Il a pris la première note qui est jouée par Steely Dan sur leur plus gros album. Puis il l'a pas altéré. Fait que quand t'entends, t'écoutes l'album de Steely Dan, t'entends un sample de Puff Daddy en premier. Donc il est tellement peu subtil dans ses productions que je comprends aussi qu'il y ait des poursuites. Il n'est pas smart dans son sampling ou il se base, ou peut-être qu'il sait qu'il est un petit peu dépourvu de talent ailleurs, donc il s'appuie sur des chansons déjà connues. Ah, ben ça, c'est sûr. Puis c'est parce que ça crée automatiquement, on le voit à l'époque d'aujourd'hui encore plus, là, toutes les reprises des chansons des années 2000 et 90 qui refont autant dans le EDM, la pop que le rap, etc. Je pense qu'à l'époque, il a compris quand même, si je peux lui donner ça, d'utiliser des samples connus dans des chansons, ça va élargir ta clientèle, ça va faire des hooks plus accrocheurs. Il faut que tu aies les moyens de les payer. Mais c'est ça. Comment tu peux... Moi, c'est ça que je comprends pas. Je veux dire, en plus de Police, c'était pas un groupe de garage. Non. Je veux dire, c'était un groupe déjà immense à cette époque. Comment tu peux penser que tu n'auras jamais... qui
personne qui va revenir de la compagnie de disques pour te demander des droits d'auteur. Ça, on dirait qu'il faut vivre un peu dans une bulle. Là. Oui. C'est de la mégalomanie, j'ai l'impression, là, un peu. Là, mon cher Émile, on va plonger dans d'autres rumeurs. Rumeurs, hein? On tombe un peu dans le complot même. Oui. On va parler, entre autres, de la mort de Biggie et de la mort de Tupac. En 2006, 50 Cent, qu'on connaît bien, un rapper in the club, a sorti la chanson The Bomb, où il accuse Diddy de connaître l'identité du meurtrier de Notorious B.I.G., son ami proche. Cette accusation marque le début d'une longue rivalité entre les deux rappeurs qui se poursuit encore aujourd'hui entre 50 Cent et P. Diddy. 50 Cent troll régulièrement Diddy sur les réseaux sociaux et il le fait plutôt bien, je dois dire. Oui. Le critiquant non seulement sur ses compétences musicales, mais aussi en l'associant au meurtre de Tupac Shakur en 1996. Plus récemment, l'ancien chef de gang des Crips, Keffe D, a été arrêté en lien avec l'enquête sur la mort de Tupac. Keffe D, qui est le dernier témoin vivant de la scène, affirme que son neveu, Orlando Anderson, est lui qui a tiré sur Tupac. Il a également impliqué Diddy en affirmant que ce dernier aurait commandité les meurtres de Tupac et Suge Knight en échange d'$1 million. Ben oui. Une perquisition chez Keffe D a révélé des preuves, mais jusqu'à présent, aucune preuve concrète n'a permis d'inculper P. Diddy en lien avec le meurtre de Tupac. Là. Donc, peut-être qu'on va en savoir plus un jour, mais pour l'instant, ça demeure dans le cercle des rumeurs. L'origine de cette possible implication remonte à 1994, lorsque Tupac a été attaqué et blessé par balle à New York, accusant Biggie et Puff Daddy de complicité, bien qu'aucune preuve n'ait confirmé ces allégations. En réponse à cette accusation, une rivalité musicale s'est intensifiée, notamment avec des diss tracks, donc des tracks d'attaque un peu. Oui. Who Shot Ya de Biggie, qui est un de mes préférés, et Hit 'Em Up de Tupac aussi, qui est quand même assez bonne aussi, qui ciblait directement Puff Daddy, Biggie et Bad Boy Records. Cette affaire reste entourée de mystères, mais l'arrestation récente de Keffe D pourrait enfin apporter une conclusion à cette longue enquête. Oui, c'est clair, hein, c'est fou, hein, ça. Oui. Mais petite parenthèse sur les diss tracks, sont souvent excellentes. Hein? Ben, je veux dire, dans le monde du hip-hop... Ben, à cette époque-là, il était solide. Maintenant, ça dépend. C'est inégal. Là. Oui. En fait, moi, mon comparaison, c'était avec Kendrick et Drake. Je trouvais quand même que des deux côtés, musicalement, en peu de temps, ils arrivaient à produire des chefs-d'œuvre. Oui. Non, maintenant, il y a des équipes sur le dossier. Là. Non, c'est ça, clair. Exact. C'est une autre dynamique. Mais bref, on dirait que des fois, le pouvoir créateur de la colère, comme on dit, ça crée, pour vrai, ça crée des bonnes chansons à plusieurs reprises. Parce qu'en fin de vie, les deux, Biggie et Tupac, semblaient plutôt chill les uns envers les autres. C'est vrai, t'as raison. Le problème était plus du côté on dirait, de Suge Knight et de P. Diddy, justement. Du management. Du côté du management, exactement. Parce que les deux s'étaient vus à maintes reprises. Ils s'étaient vus en studio aussi. Exact, oui. Mais c'est ça. Tupac était allé à un moment donné en studio à New York. Il y avait eu une altercation. Donc, mais Biggie Smalls, Notorious B.I.G. avait toujours dit qu'il n'y avait rien à voir là-dedans puis qu'il y avait quand même un gros respect pour Tupac. Donc, les deux avaient l'air à se respecter. Du moins. Là. Oui. Mais les tensions avaient l'air plus avec les équipes parallèles. Ouais. Puis c'est eux, malheureusement, on a perdu quand même deux grands rappers. Là. C'est clair. Il y a souvent des memes sur Internet, puis je suis pas tant d'accord parce que moi je l'aime Lil Wayne, là, mais il y a des memes souvent qui disent si Diddy et Tupac n'avaient pas été assassinés, Lil Wayne n'existerait pas, ou d'autres rappers que les gens aiment moins, puis ça me fait sourire quand même, malgré tout. Ah, ça se peut. Bref, c'est ça pour dire que c'est triste que des conflits comme ça a tué des artistes, des jeunes artistes. Ils étaient jeunes à l'époque, là, plein de talent encore. Là. Début vingtaine, exact. Et là, on avance dans le temps, Seb. On avance pratiquement avant hier. Oui, exact. Le 16 septembre 2024, Sean Diddy Combs a été arrêté à New York après une mise en accusation par un grand jury fédéral. Et là, il fait face à des accusations très graves, notamment de trafic sexuel, racket et conspiration pour le transport d'individus à des fins de prostitution. Ces charges résultent d'une enquête fédérale prolongée qui a mené à des perquisitions dans ses résidences de Los Angeles et Miami.
Des éléments tels que des AR-15, là, des AR-15, des fusils d'assaut, avec des numéros de série effacés, des drogues, des milliers de bouteilles de lubrifiants, on en revient encore aux lubrifiants, ont été saisis. Diddy a plaidé non coupable et son avocat dénonce une chasse aux sorcières, encore, tout en affirmant que son client est innocent. La défense a proposé une caution de 50 millions de dollars et le dépôt de son passeport, mais le juge a ordonné son maintien en détention en raison des risques de fuite et d'obstruction à la justice. Je suis bien content de ça. L'enquête fédérale qui a révélé des abus systémiques et de possibles actes de violence va au-delà du trafic sexuel. Des témoins affirment que Sean Combs a utilisé ses entreprises, son personnel et ses associés pour orchestrer des décennies d'abus avec des menaces et des violences contre ceux qui refusaient de se soumettre à ses demandes. Les accusations incluent également des actes de violence comme des incendies criminels visant à intimider les victimes. Donc ça va loin, toutes ces accusations-là. Oui, vraiment. C'est le genre de cas que c'est un peu un Epstein de la musique, j'ai l'impression, de ce qu'on est en train de se rendre compte. Tu sais. Oui. Puis tout ce qu'on sait, c'est encore une fois la pointe de l'iceberg. J'ai l'impression qu'il va sûrement peut-être s'en tirer avec certaines charges, mais qui correspondront jamais à l'ampleur des réels dégâts qu'il a fait parce que il n'y a rien de plus dur à prouver qu'un abus sexuel. Oui, puis il n'y a rien de plus facile à prouver qu'une diffamation. Oui, exact. Donc c'est toujours plus facile de poursuivre par la suite. Et là, on parle d'histoires qui, malheureusement, remontent à tellement longtemps que c'est difficile d'arriver avec des preuves concrètes. Oui, exact. Donc, j'espère au moins que pour les victimes, il va y avoir une certaine forme de justice qui sera faite, là, parce qu'il commence à en avoir beaucoup des histoires qui ne sont que des chasses aux sorcières. Là. Oui, exact. Puis ça, c'est celle qu'on connaît. Oui. Parce que je suis convaincu qu'il y en a plein d'autres, des victimes qui n'ont jamais porté plainte ou quoi que ce soit. Là. Je ne peux pas croire qu'il ne fera pas de prison. Espérons qu'il ne se fasse pas tuer en prison, un peu comme Epstein. Ça aussi, j'ai peur de ça. Mais j'étais content que le juge refuse, malgré 50 millions de caution, parce que, justement, ils savent qu'il peut s'enfuir. Hein, souvent, dans les critères pour te laisser ta liberté, malgré l'argent qu'il faut que tu donnes, c'est justement s'il y a des possibilités, des chances que tu puisses t'évader. Et lui, il y en a. Là. Il y a tout l'argent qu'il faut. Il y a un jet. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Je voulais t'amener 2 autres petits éléments de Puff Daddy. Il y a un autre enfant avec une femme qui s'appelle Dana Tran, qui, elle, c'est une experte en cybersécurité, un zéro dans le milieu de la musique et tout ça. Et elle a eu un autre enfant avec Puff Daddy en 2022. Et ça n'a jamais été trop connu. Elle n'a jamais voulu sortir non plus de l'ombre. Puis elle n'a pas d'accusation contre lui. Donc, il y a peut-être une relation normale avec elle. Je suis allé voir sur son LinkedIn de sa compagnie de consultation en cybersécurité en Californie et tout ça, mais je voulais quand même le mentionner qu'il y a eu d'autres enfants aussi avec d'autres personnes. Et dernière chose, en 2020, il y a une vidéo de TikTok, Émile, qui a ravivé les soupçons lorsque Diddy a présenté une jeune fille blanche comme sa fille adoptive. Okay? Puis elle ressemblait fortement à Ava, ou Eva, là, un enfant qui était disparu en 2014. Oh, OK. Ce qui a déclenché vraiment une vague de spéculation en ligne sur son identité. Mais bien que les rumeurs aient été largement réfutées, elles ont alimenté plein de théories là, sur Diddy là, qui pourrait kidnapper des enfants et tout ça. Et ça a duré quand même un certain temps. Par contre, Eva est réapparue sur les réseaux sociaux après plusieurs années de silence. Elle a publié un message demandant à ses abonnés de prier pour son père adoptif. Et supposément que ça l'a apaisé les inquiétudes, là, mais ça reste un peu étrange, on dirait, cette fille-là, sa fille adoptive, sachant tout ce qu'on sait de lui. Ça se peut qu'en soulevant une roche, des fois, là, on trouve... Belle bébite. Exactement. Et tu savais, Seb, ce qui a un peu triggeré 50 Cent dans toute cette histoire-là? Non, je me rappelle pas le trigger. Ouais. C'est que, dans le fond, 50 Cent aussi, hein, lui, il y a plusieurs enfants avec des femmes différentes. Oui. C'est qu'une des mères d'une de ses filles a été name-droppée dans les travailleuses du sexe trafiquées
par Puff Daddy dans ses histoires. Okay. Donc, Puff Daddy l'a même un peu nargué avec ça sur Twitter. Donc, c'est ça qui l'a triggeré tout de suite, sachant que par la suite, la mère d'une de ses filles a été name-droppée dans l'histoire. Oui. Elle aurait été sex-trafiquée par Diddy. Mon Dieu, okay. Donc, à partir de ce moment-là, il est sans relâche. Et apparemment même qui produit un documentaire sur P. Diddy. Oui, ça j'ai vu, oui. Qui, je crois, il a déjà vendu ou il est en train de vendre à Netflix ou quelqu'un, un diffuseur comme ça. Là. Oui. Ben ça, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de difficulté. Mais oui, je pense que c'est conclu l'entente, mais je ne suis pas certain non plus. Mais oui, ça aussi, j'ai hâte de voir parce que veut pas, ça fait longtemps que 50 Cent, c'est dans son entourage. Hein. C'est un gars de New York. Ben oui. C'est un gars du hip-hop. Ben, lui aussi, il est connecté à tout ce beau monde-là. Là. Non, ça va être intéressant. C'est clair. C'est un épisode vraiment un bon début de saison, Seb. Un épisode quand même long et lourd. Oui. On espère qu'on vous a appris quelques trucs. Entre-temps, nous, on va garder un œil là-dessus. Oui. S'il y a des updates à faire, parce qu'il y en a presque à chaque semaine, on vous fera un petit mini-disto ou quelque chose du genre. Sinon, en after show, tu nous parles de quoi, Seb, cette semaine pour nos abonnés Patreon? Oui, je vous parle du rappeur Tekashi 69, mais aussi et surtout de son groupe, en fait, un groupe criminel organisé qui était beaucoup affilié à lui, qui s'appelle les Nine Tree Gangsta Bloods, qui ont, Tekashi s'est beaucoup appuyé sur eux pour avoir une allure de gangster. Oui. Sauf que quand il se fait arrêter, ben là, il retourne sa veste. Exactement. Donc, plus de détails dans l'after show. Ça risque d'être très intéressant. On vous remercie, chers Distordus, de votre écoute et de votre amour inconditionnel. On remercie André au montage, nos recherchistes anonymes pour leur coup de main sur la chronologie des événements. Merci à vous. Et sans plus tarder, on doit plusieurs shout-outs à nos chers membres Patreon. Je te laisse commencer, Seb. Oui, un gros high-five. Merci Francis B, Léonie M, le ou la mystérieuse CC, Mathieu G et Eve D.O. Un gros câlin à Mylène B, à Isabelle P, à Adi T, à Pyroxenix et à Marie P. Encore de l'amour à Émilie V, Méloé T, Brigitte M, Xenia P, Marie-Claude T. Un gros high-five et une poignée de main à Stéphanie S, à Élodie R, à Camille G, à Déa, à Elisabeth S. Et je conclus par un beau shout-out à Flavie, Sabrina C, Jean-Simon G, Zaza et Charlène G. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un beau mot de la fin pour nous ce soir? Faites attention. Quand vous commandez plusieurs bouteilles de lubrifiant, car ça pourrait bien attirer l'attention des autorités. Surtout si vous cachez aussi des AR-15 sans numéro de série et ben de la drogue. On ne sait jamais quand les perquisitions peuvent débarquer chez vous. Tenez-vous le pour dire. Oui.